Nous allons voir dans cette vidéo les notions de quotient ou résiduel d'un langage régulier dans le contexte de ce qu'on appelle l'équivalence et le théorème de Nérode ou de Mahil-Nérode. Pour cette vidéo, il faut connaître la notion absolument de quotient d'un langage qui a été vue dans une autre vidéo, et d'automate, etc. Alors on se donne un langage sur un alphabet sigma. Pour l'instant, on n'impose pas qu'il soit régulier. On dit que deux mots U et V de sigma étoile sont L équivalent, ce qu'on note avec un signe d'équivalent, un tilde, si le quotient gauche de L par U est égal au quotient gauche de L par V. Ce qu'on peut aussi reformuler, que deux mots U et V sont L équivalents, si pour tout mot W de l'alphabet, UW appartient à L, si et seulement si VW appartient à L. On peut encore le reformuler, ça de façon encore un peu plus intuitive, c'est-à-dire que les deux mots U et V vont être équivalents si, quelle que soit la façon dont je peux compléter U à droite pour obtenir L, si je fais de la même façon sur le mot V, j'obtiens aussi un mot de L et réciproquement. On pourrait définir le même type d'équivalence avec des quotients droits, mais là c'est des quotients gauches. Par exemple, si on prend pour le mot U, le mot avec juste A, et pour le mot V, le mot ABA, si je calcule les quotients gauches du mot AB étoile par U et par V, j'obtiens dans les deux cas B, AB étoile. Donc les mots A et ABA sont équivalents pour le langage AB étoile. Par contre, si je prends le mot A pour le mot U et le mot AB pour le mot V, que je calcule les quotients gauches de L par A et par AB, j'obtiens dans un cas B, AB étoile et dans l'autre cas AB étoile, qui sont des quotients différents, donc le mot A et le mot AB ne sont pas équivalents modulo ou par rapport au langage AB étoile. Ce qu'on peut aisément montrer, parce que c'est défini par une égalité de fonctions, c'est que tilde L est une relation d'équivalence, c'est-à-dire que c'est une relation qui est symétrique. Si U est équivalent à V, V est équivalent à U. C'est une relation qui est transitive, c'est-à-dire que si U est équivalent à V, V est équivalent à W, alors U est équivalent à W. Et c'est une relation qui est réflexive, c'est que tout mot est équivalent à lui-même. Alors ce que dit le théorème de Mahil-Nérode, c'est qu'un langage est régulier si et seulement si cette relation d'équivalence est d'index fini, c'est-à-dire un nombre fini de classes d'équivalence. Ce qu'on peut aussi formuler plus intuitivement, c'est que je prends tous les mots de l'alphabet, sur l'alphabet donné, et je les mets dans des paquets, et je les mets dans les mêmes paquets s'ils sont équivalents. Donc par exemple, si U1 est équivalent à U2, U2 à U3, etc. Et comme c'est une relation d'équivalence, ça fait des paquets, c'est transitif. Donc si U1 est équivalent à U2 et que U2 est équivalent à U3, U1 est équivalent à U3. Donc ça forme bien des paquets qui sont disjoints. Quand c'est toujours ça, c'est ce qu'on appelle les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence. Donc ces classes d'équivalence, ces paquets de mots qui sont équivalents entre eux, il peut y en avoir un nombre fini ou un nombre infini. Et ce que dit le théorème de Nérode, c'est que c'est fini si et seulement si le langage est régulier, ce qui donne une caractérisation aussi des langages réguliers. Prenons par exemple le langage AB étoile pour L. Je peux calculer, je regarde tous les mots, quelles vont être les classes d'équivalence. Si je prends le mot vide, le mot AB, le mot ABAB, ABABAB, enfin n'importe quel mot qui est dans AB étoile, U-1 de L, ça va redonner AB étoile. Donc c'est une classe de mots dont tous les quotients gauche par ces mots de L donnent AB étoile. Si je prends maintenant des mots qui sont dans A, BA étoile, et que je fais leur quotient gauche par rapport à L, eh bien j'obtiens le langage B, AB étoile. Et pour tous ces mots, ils sont équivalents et ça donne un paquet. Pour tous les autres mots, c'est-à-dire tous les mots qui ne sont pas du type AB, 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 enfin qui ne sont pas dans AB étoile ou qui ne sont pas dans A, BA étoile, le quotient gauche de L par ce mot est le langage vide. Donc le langage AB étoile a trois classes d'équivalence modulo L, modulo lui-même, qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc c'est un langage régulier. Ce qu'on savait déjà parce que c'est donné par une expression régulière. Alors on peut aussi le regarder sur un langage non régulier pour illustrer le théorème, ce qui donne une autre façon que le lemme de l'étoile de montrer qu'un langage n'est pas régulier. Si je prends par exemple le langage L, l'ensemble des mots du type A puissance n, B puissance n, et je prends deux entiers I et J différents. Si je prends
le langage AI-1 de L, c'est-à-dire tous les mots que je peux obtenir quand j'ai enlevé A puissance I devant. Donc dans ces mots, comme le mot AI, BI appartient à L, il y a forcément BI. En revanche, BI n'appartient pas à AJ-1 de L. Pourquoi? Avec J est différent de I, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que si je fais AJ, BI, comme J est différent de I, c'est un mot, je n'ai pas la même valeur ici et ici, qui n'est pas dans L. Donc, si I est différent de J, AI-1 de L va être différent de AJ-1 de L. Donc tous les AI-1 de L sont des langages qui sont différents. Et donc, ils sont en nombre infini, parce que je peux prendre n'importe quelle valeur de I. Donc L a un nombre infini de quotient gauche, donc L n'est pas régulier. On peut voir des liens importants avec les constructions sur automate des quotients. Alors d'abord, et la construction va permettre d'illustrer un fait, c'est que si L est un langage régulier et U un mot, U-1L est aussi un langage régulier. Comment on peut construire un automate qui reconnaît U-1 de L par rapport à un automate qui reconnaît L? Donc je prends un automate A qui reconnaît un langage régulier L. Et ce que j'affirme, c'est que le langage U-1L est reconnu par l'automate. Alors on prend exactement le même automate. Tout ce qu'on change, c'est les états initiaux. Là, c'est I. Là, on prend tous les états qu'on peut atteindre dans l'automate de départ en lisant U à partir d'un état initial. Ce qu'on peut illustrer ici, donc là, c'est l'automate qui reconnaît A. Et qu'est-ce que je vais faire? Je prends tous les états initiaux, là j'en ai mis qu'un pour l'illustration, et je vais regarder tous les états que je peux atteindre en lisant U. Donc d'ailleurs, s'il n'y en a aucun, là j'aurai un ensemble vide, un automate qui reconnaît le vide, mais s'il n'y a aucun mot, aucune façon de lire U à partir d'un état initial, U n'est pas dans le langage et U-1L est vide. Donc je vais prendre tous les états que je peux atteindre en lisant U, et c'est ceux-là qui vont devenir les états initiaux. Et on aura bien le quotient, parce que si je peux lire U puis V dans L, c'est tous les V, là c'est les mots qui sont dans U-1L, et bien je les aurai bien avec un état initial ici, les fins de ce que j'ai lu avec U avant. Prenons par exemple le langage reconnu par cet automate-là, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui finissent par AB, et je prends pour U le mot qui contient juste une lettre de longueur 1, qui est A. Si je regarde tous les états que je peux atteindre en lisant A, je vais obtenir l'état 0, parce que je peux faire le A comme ça, ou l'état 1. Et donc, cet automate-là reconnaît A-1, sigma étoile, AB. On a un lien encore plus fort. Si on se donne un langage régulier L, et qu'on regarde la L équivalence, donc on sait qu'il y a un nombre fini de classes d'équivalence, et ce qu'on peut démontrer, c'est que ce nombre de classes d'équivalence est égal au nombre d'états d'un automate minimal complet de L. Et on peut même construire, voir le lien entre quotient et automate. Donc on a vu le lien sur un automate de comment construire les quotients avant. Ici, je reprends ici et que j'imagine là que j'ai un automate déterministe. Eh bien, je peux, à chaque fois que je lis un mot U, j'ai qu'une seule façon, je peux associer, s'il est complet, un seul état. Et c'est cet état que je vais associer au quotient de l'automate. Donc je vais regarder, je vais montrer comment on peut construire l'automate minimal d'un langage à partir des quotients. Donc l'exemple illustratif, c'est AB étoile qu'on a vu. Il y a 3 classes d'équivalence. Celle-ci qui correspond à AB étoile, au quotient AB étoile, celle-ci au quotient qui donne B AB étoile, et celle-ci qui concerne le vide, le quotient vide. Alors les états, ça va être ces classes d'équivalence. Ensuite, l'état initial, c'est l'état qui est le quotient du mot vide. Donc ici, ce sera celui-là. Les états finaux, c'est tous ceux qui contiennent un mot U qui est dans L. Et les transitions, c'est ça qui va être intéressant, c'est je passe de U-1L en lisant A en faisant le quotient UA-1 de L, ou, ce qui est équivalent à dire que je fais A-1 de ce langage-là. Alors là, j'ai repris les ensembles quotients qu'on obtient, AB étoile, B, AB étoile et vide. Les états initiaux, l'état initial c'est le quotient par le mot vide, donc c'est cet état-là. Les états finaux, c'est tous ceux qui vont contenir un mot U qui est dans L. Ici, il n'y a que celui-là, le mot vide est dedans, AB, etc., tous les quotients. Et les transitions, donc si je pars de AB étoile et que je fais le quotient gauche de AB étoile par A, je vais obtenir B, AB étoile. Si je fais le quotient gauche de AB étoile par B, je vais obtenir le langage vide. Maintenant, à partir de B, AB étoile, si je fais son quotient gauche par B, je vais obtenir AB étoile, donc une transition
de ce type-là. Si je fais son quotient gauche par A, comme il n'y a aucun mot qui commence par A dans B à B étoile, j'obtiens le langage vide. Et bien sûr, à partir du vide, si je fais un quotient, je peux obtenir que le vide. Et j'obtiens donc un automate là, qui est bien l'automate minimal de L.